Bonjour tout le monde dans l'Exode. Je prends quelques minutes de votre temps pour vous informer qu'on fait présentement une entrevue avec le comité environnement dans la radio présentement. Donc, je suis avec Ariane et Albert du comité environnement. Donc, je vous laisse présenter en quelques mots. Pour présenter le comité en quelques mots, comme le nom dit, c'est le comité qui s'occupe vraiment de ce qui est toutes les initiatives environnementales au Cégep. C'est un comité qui est là depuis presque la création du Cégep, qui a pris différentes facettes, dépendamment de qui l'animait ce comité. En ce moment, on est entre autres les gens qui s'occupent d'instaurer le compost dans le cégep. On est aussi les gens derrière la mobilisation pour les grèves pour le climat et on a plein de projets ça et là dans le collège. Donc, vous êtes le comité environnemental du cégep, vous vous occupez de plein de choses, mais vous avez aussi une présence en dehors du cégep, je suppose, en fait, dans la cause environnementale. Qu'est-ce qui sont les accomplissements que vous auriez fait en tant que comité? Alors, on s'inscrit aussi dans une coalition plus large. Donc, dans La planète s'invite à l'université, le devoir environnemental collectif, donc, qui sont les deux groupes qui sont à l'origine des manifestations, des grèves du 15 mars et du 27 septembre. Puis qui désormais fonctionnent ensemble, donc en coalition. On a uni notre fonctionnement. Donc, évidemment, on fait partie en tant qu'individu de cette coalition plus large-là. Envieux, dans le fond, est comme la branche locale, d'une certaine façon, même si, bon, il y a une histoire qui est beaucoup plus longue que la mobilisation actuelle. Puis, donc, nos accomplissements, je veux dire, la lutte elle se gagne à l'intérieur, elle se gagne dans nos milieux respectifs. Mais donc, évidemment, on a aussi on fait toutes sortes de choses au niveau national, donc l'organisation du 15, du 27, mais aussi une foule d'autres activités. On peut penser à des négociations, notamment gouvernementales, puis on fait partie du mouvement plus large. Voilà. Donc, évidemment, la grève est un des projets les plus actuels, les plus courants d'Envieux. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est la grève la meilleure option dans un contexte étudiant aujourd'hui? Si on peut le dire vraiment très synthétiquement, parce que c'est d'une certaine manière notre seul vrai moyen de pression par rapport au gouvernement, parce que on est des étudiants et des étudiantes. Ensuite, ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. Là. Je ne sais pas si tu veux te lancer là-dessus, Albert. Je peux faire ça, c'est-à-dire que la grève, historiquement, c'est un moyen de pression qui est utilisé depuis 1959, qui a été la première vraie grève étudiante au Québec. Il y a énormément de gains qui ont résulté de ça. Ça permet d'avoir un rapport de force unique, parce que, bon, d'abord, de faire fonctionner les institutions d'enseignement sans étudiants qui y vont, ça entraîne des coûts, mais aussi parce qu'il y a toujours la menace d'annuler une session, donc de retarder l'arrivée de milliers de personnes sur le marché du travail, de ne pas avoir de relève, ce qui est pas envisageable parce que ça entraînerait des dommages économiques qui sont inconcevables. Donc, aucun gouvernement ne peut faire ça, ne va faire ça. Je veux dire, c'est toujours une menace qui est brandie à tout vent par tous les gouvernements. On peut penser, on se rappelle bien de Charest en 2012, donc d'invalider la session de tout le monde, mais ça ferait que les dommages économiques seraient tellement plus larges, tellement plus grands, parce qu'il y aurait tellement... L'idée, c'est d'utiliser le fait, en fait, que le gouvernement a besoin de nous en tant qu'étudiants pour sortir sur le marché du travail, pour être productif. C'est ça. OK, c'est ça. Puis d'utiliser le fait qu'on ait une énorme quantité de personnes aussi qui donnent un poids au mouvement. C'est ça. Donc, tu sais, de manière immédiate, c'est le moyen de pression, le moyen de construire un rapport de force qui est le plus efficace pour les étudiants. Ça a été prouvé sur des décennies d'histoire des mouvements étudiants. Puis ensuite, la grève, je pense qu'on n'est pas dans le même contexte qu'en 2012. Elle n'a pas la même fonction qu'en 2012 parce que oui, on a besoin d'un rapport de force, par exemple, sur des projets où tu sais, il y a juste le gouvernement. La décision finale relève uniquement du gouvernement. On peut penser à GNL Québec. On peut penser, je veux dire, on peut pas, la population peut pas, même si on décide de faire la transition nous-mêmes, on peut pas inventer un système de transport en commun révolutionnaire parallèle à celui, tu sais, bon, pas inventer une STM rebelle. Donc, tu sais, il y a des solutions qui doivent passer par les gouvernements, qui passent nécessairement par les gouvernements. Il y a des projets qui relèvent des gouvernements, donc on peut pas, je veux dire, on a beau vouloir s'enchaîner à des oléoducs, à mener, faut que le projet soit annulé sur le plan législatif. Exactement. Donc, d'abord, il y a la construction d'un rapport de force, c'est-à-dire on va être en grève générale illimitée, par exemple, où on va être en grève jusqu'à ce que, on va organiser des grèves, où on va menacer de grève jusqu'à ce que telle condition soit remplie. On peut penser à l'abandon du projet GNL Québec, à l'abandon du pipeline Trans Mountain, à, je veux dire,
toutes sortes de choses. Le troisième lien. Puis, d'un autre côté, on se trouve dans une situation aujourd'hui où on a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la solution au problème. Et donc, la grève, puis moi, je pense que c'est dans cette sphère, c'est ça qui est plus précieux puis qui lui donne cette importance-là à la grève. C'est que au-delà... En 2012, on parlait d'une interruption de l'apprentissage comme moyen de pression, mais je veux dire, même en 2012, ça a été une formation sociale, puis une formation citoyenne pour tellement de monde. Mais là, on se retrouve on a besoin de trouver les solutions, puis je veux dire, oui, d'un côté, il y a des scientifiques qu'il faut écouter. En même temps, tu sais, il y a la science physique, c'est-à-dire que oui, des panneaux solaires, on en a besoin, tu sais, puis il faut être ingénieur pour comprendre ça. Mm-hmm. Par contre, il y a quand même des choses... L'organisation de la société, on est capable d'y réfléchir, on est citoyen. La cité, c'est l'endroit où les décisions sont prises. Donc, à partir de ce moment-là, une classe de maternelle, c'est une cité. Chaque élève est un citoyen. Un bébé dans une famille est un citoyen. Donc, il y a cette idée-là que, bon, on est capable d'apporter des solutions. Puis, il faut que nous, dans nos esprits, on a une espèce de déficit imaginaire qui est vraiment problématique parce qu'on demande des choses, mais au-delà de l'arrêt total de l'extraction des hydrocarbures, du transport des hydrocarbures, on sait pas nécessairement ce qu'on veut. Exactement. Si je peux renchérir là-dessus, c'est l'idée qu'on fait pas la grève juste pour faire la grève, pour faire du piquetage le matin. On peut remarquer avec la grève qu'on a eue le 26-27, on organise une programmation. La grève est une expérience sociale dans le sens que c'est de prendre l'occasion de se réunir, de montrer qu'on a encore capable de se créer un sentiment de communauté, de devenir une collectivité à part entière et non juste plein d'individus qui vont à une institution scolaire. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on aimerait avoir le 27, 28, 29 novembre parce qu'on aurait une grosse planif puis on voudrait repenser l'école, repenser la société, repenser notre manière d'interagir. On parle de dégager un espace dans le temps pour non seulement réfléchir à c'est quoi le futur qu'on veut, mais aussi le mettre en branle. Mais vous parlez de grève illimitée, mais est-ce que la grève est quand même pertinente, même si elle ne l'est pas, parce qu'elle ne constitue pas en fait une menace à ce moment-là au gouvernement, vu que la grève est planifiée et va terminer un jour, tu sais? Oui, ben c'est l'idée qu'on s'inscrit vraiment dans une optique de l'escalade des moyens de pression, parce que on peut pas se dire que demain, on va tomber en grève générale illimitée. C'est quelque chose qu'on lance quand c'est vraiment un état où tout le monde est mobilisé, ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment. Donc, on a commencé avec une journée. En fait, 2 journées, si on inclut que le 27 du mois dernier. Malgré que c'était congé, exact, c'était une grève quand même. Ouais. Exactement. On avait comme 2 jours de grève. On a vu que ça n'avait pas vraiment d'impact sur le gouvernement. Donc, on se dit, bon, maintenant, on va y aller avec 3 jours de grève. On peut se dire que la session prochaine, ça sera peut-être une semaine de grève pour éventuellement tendre vers une semaine, 2 semaines, ou éventuellement une GGI, mais on peut pas juste passer du coq à l'âne comme ça. En même temps, ce qui a été fait jusqu'à maintenant a quand même permis certaines choses. Dans les médias, on parle de la jeunesse qui se mobilise. On a construit quelque chose le 27 septembre. C'est le résultat de ce qui a été fait le 15 mars. Puis on était le plus gros au monde, on a attiré énormément d'attention. Évidemment, le rapport de force qu'on a présentement, bien qu'il existe, est dérisoire. Dans le fond, si on avait un véritable rapport de force, le ministre de l'Environnement se permettrait jamais de dire que le 3e lien est un projet de développement durable. Exact. mais on a accompli des choses. Puis voilà, puis... Oui. Ben, d'ailleurs, Montréal a accueilli la marche le 27, là, qui... Est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que ça a amené? Ben, c'est ça, selon moi. Bon, en fait, on peut voir que ça n'a pas eu vraiment d'impact sur nos gouvernements, mais selon moi, c'était vraiment, vraiment un événement positif au final, parce que ça a montré que la population veut se mobiliser au moins, et c'est quelque chose qui, pour moi, était vraiment bon au niveau peut-être, justement, communautaire. C'est se voir de comme, waouh, si on était 500 000 à se mobiliser à Montréal, ben clairement, dans mon quartier, il y a des gens qui sont intéressés. Puis c'est aussi l'idée de... Comme j'expliquais juste avec notre concept de grève, de sens que ça permet de voir que les gens sont plus que juste des individus. On se trouve à nous-mêmes qu'on est capable de se rassembler finalement, puis qu'on est capable d'avoir une action commune. Ouais, exact. Okay. On peut constater que les manifestations servent pas nécessairement à la construction du rapport de force en tant que tel. C'est-à-dire que le gouvernement a évidemment pas réagi de façon satisfaisante aussi inouïe et été la manifestation du 27. C'est la plus grosse manifestation dans l'histoire du Québec, mais on n'a pas eu les mesures. Enfin, il n'y a eu aucune réaction. Les résultats sont pas... Il n'y a eu aucune réaction. C'était une parade, c'est plus qu'une manifestation. La fonction des manifestations, c'est de se rassembler, c'est de constater le pouvoir du nombre, mais ensuite, le rapport de force se manifeste à travers d'autres actions qui sont plus contraignantes puis qui forcent l'action. Donc, indépendamment du nombre de personnes dans les rues, à moins que ce soit la guerre,
ça force à rien le gouvernement. Exactement, ok, c'est ça. Ben oui, en effet, là, c'est juste une démonstration à nous-mêmes et au gouvernement de ce qu'on peut faire, de ce qui peut... Qui est très nécessaire, parce que justement, il faut envoyer un peu de positivisme dans les médias, pas juste dire, voici, il y a une crise climatique là, il y a des inondations là. T'sais, il faut se dire que comme il y a des humains qui sont prêts à changer, l'air de rien. En parlant de message qui est médias, néanmoins important d'envoyer. Exact. Mais en parlant de médias, est-ce que vous pensez que c'est assez présent comme sujet, l'urgence climatique dans les médias, ou est-ce que vous pensez que justement il y a un silence médiatique par rapport à ça? Mais tu sais, c'est évident que la réponse est comme c'est pas du tout assez présent dans les médias. Tu sais, personnellement, je veux dire, je n'écoute pas TVA Nouvelles à tous les soirs, mais ça m'étonnerait que, par exemple, avec la grosse tempête qu'on a eue à l'Halloween, que les médias ont vraiment dit « Wow, tu sais, on a battu les records de panne d'électricité par rapport à la crise du verglas de 1998, c'est à cause des réchauffements climatiques. » C'est pas ça qui s'est dit, comme on ne parle pas de toutes les inondations, tous les ouragans qu'il y a eu, par exemple, en Afrique en ce moment. Puis c'est aussi l'idée que, comme, ben, c'est le pattern des médias actuels, dans le sens que ce qui vend bien, tu sais, c'est une histoire claire dans le court terme, où est-ce qu'il y a des bons et des méchants, et dans le contexte de l'urgence climatique, tu sais, à moins d'avoir la narrative, genre, les anticapitalistes versus les capitalistes, ce qui est pas vraiment ce qu'on entend dans les trucs mainstream, il y a pas cette dynamique-là de bons et méchants, c'est tout le monde est dans le même bateau, tout le monde doit agir. L'environnement est pas newsworthy, en fait. C'est plus ça, Il y a un média dans le monde qui a adopté des politiques qui sont vraiment exemplaires, c'est The Guardian, au Royaume-Uni, qui se sont d'abord engagés à chaque fois à utiliser les termes crise climatique, urgence climatique, au lieu de juste changement climatique qui n'a pas la même connotation de panique. Puis ensuite, de toujours faire le lien entre les phénomènes environnementaux desquels ils parlent ou des phénomènes sociétaux desquels ils parlent et la crise climatique. Donc ça, c'est plus récent encore. Puis ça, c'est possible de le faire, mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, il y a des conflits d'intérêts. Puis l'affaire, c'est que je pense que, tu sais, le discours catastrophiste a des limites quand il s'agit de rassembler des gens puis de donner de l'espoir. Mais en même temps, je veux dire, il n'en demeure pas moins que c'est basé sur des faits que, comme, tu sais, l'effondrement de la civilisation est imminent si on fait rien. Puis que ça permet de remettre les choses en perspective, comme quoi c'est absolument absurde, tu sais, que les médias en parlent pas davantage. Puis en même temps, je pense que ça révèle énormément le système dans lequel on est, c'est-à-dire la difficulté du changement à cause, tu sais, l'inertie à cause du niveau de compromission, puis de cette incapacité-là à dépasser des intérêts économiques immédiats. Mais si c'est pas les médias la solution pour informer la population, qu'est-ce que vous pensez qui est le moyen de conscientiser la société, là? Ben, de plus en plus, j'ai l'impression que la société autour de moi se conscientise, puis on en parle de plus en plus de l'urgence climatique, mais qu'est-ce qui touche les gens? Comment on rejoint les gens? Mais d'une certaine manière, tu sais, les médias vont tout le temps avoir leur rôle à jouer, à défaut de pouvoir changer justement les gros médias. On pense à Québécois, c'est genre ces gens-là, tu sais, il y a tout le temps les médias parallèles, mais pour moi, c'est encore une fois la force de rassemblement, c'est en se parlant entre nous qu'on va pouvoir faire des actions concrètes, c'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs qui va nous dire OK, ben on a analysé les choses, puis c'est ça qu'il faudrait faire. Donc pour moi, c'est le bouche à oreille d'une manière, puis c'est d'aller voir les gens qui sont à proximité. C'est vraiment ça, c'est retour au tu sais, comme on agissait avant qu'il y ait toute cette machine médiatique-là qui nous contrôle un peu d'une certaine manière avec ce qu'ils avec leur narrative. OK, fait que parlons-en de l'environnement, parlons-en entre nous. Est-ce que vous avez un petit message à transmettre aux vieux, au cégep? Faites du compost, les amis. Oui, effectivement, il y a du compost à l'Exode. Ouais, d'ailleurs. C'est important, mais comme mettez pas n'importe quoi dans le compost, s'il vous plaît. Le plastique, c'est pas compostable. Mais ben, dans un premier temps, ça serait d'aller à l'Assemblée générale de grève du 12 novembre. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, voilà. C'est à 11h au cafétéria. Puis c'est aussi l'idée que le comité environnement est tout le temps ouvert à des nouveaux membres, à des nouveaux projets. Là, on a peut-être un côté plus militant là, dans l'environnement, parce que genre, on organise des grèves, mais dans le passé, c'est pas ça qu'on faisait en premier. Tu sais, on est prêt à faire n'importe quoi. On a juste besoin de gens pour le faire. On a le budget, on a la motivation, on a tout, là. Je finirai avec l'idée que le vieux a une responsabilité. Tu sais, on parle d'un cégep qui est historiquement militant. On parle du vieux, tu sais, il y a une réputation. Puis amener, tu sais, en tant qu'historiquement plus mobilisé, je pense que le reste des institutions d'enseignement attendent que le signal soit donné, entre autres, par nous. Puis si à un moment donné, nous, on n'est pas prêt à faire, par exemple, 3 jours de grève, dont on parle le 27, 28, 29 novembre, ben,
comme ça laisse très peu d'espoir sur le futur de l'humanité. Puis il y a un moment où il va falloir faire des sacrifices, puis c'est nous qui allons initier le bal. Puis même si ça peut paraître isolé présentement, veux pas, on a ce rôle-là de prendre les devants, d'avoir du courage. Puis je veux dire, moralement, c'est une obligation, selon moi, puis c'est presque la moindre des choses. Oui, je veux juste dire une phrase là-dessus. On avait une personne de la coalition qui venait de Québec à notre dernière rencontre de mobilisation, puis elle a dit, tu sais, c'est au Cégep du Vieux-Montréal que commence la révolution. Puis je pense que c'est des grands mots, mais c'est le fun de se dire ça, puis c'est motivant, puis genre, c'est un peu ça que je veux dire. C'est ici que commencerait la révolution, qu'elle commence en fait, déjà. Bon, ben, excellent. Ben, merci beaucoup, Environnement. Donc, c'est ce qui termine le petit podcast d'aujourd'hui. Au plaisir d'en faire peut-être d'autres dans les prochaines semaines. Bonne journée. Merci beaucoup.